Chers téléspectateurs, merci de nous renouveler votre confiance à travers ce programme. La coopération décentralisée est au cœur de l'entretien que je vous invite à suivre d'un moment à l'autre, avec pour invité le professeur Jimmy Yap. Il est le président de l'Observatoire Chine-Afrique dans l'espace francophone. Cet entretien fait suite à un séminaire de formation organisé dans la ville de Kribi à l'intention des chefs d'exécutifs communaux et dont il s'agissait de leur fournir tous les outils qui leur permettront de tirer le meilleur parti de la décentralisation chinoise. L'entretien avec le professeur Jimmy Yap, c'est dans un instant. Ils sont une trentaine de participants venus des 10 régions du Cameroun à avoir fait le déplacement de Kribi dans le département de l'Océan. Ces acteurs du développement local sont à l'école de la diplomatie territoriale, inspirée du modèle chinois de décentralisation. Ce que nous allons mettre en exergue aujourd'hui, c'est l'exemple chinois. Non pas pour demander que nous puissions faire ce qu'on appelle en anglais copycat, non, mais pour s'inspirer de la façon dont la Chine s'est développée à partir des communautés décentralisées. Ce sont les communautés décentralisées qui ont installé les usines chinoises. Ce sont les communautés décentralisées qui ont impulsé le développement de la Chine. Avant cela, ce n'était pas possible. Pour les acteurs du développement local, le modèle chinois de décentralisation peut à bien des égards impulser le développement dans nos communautés. Les collectivités territoriales décentralisées qui sont les démembrements de l'État doivent pouvoir être à la hauteur d'agir, d'être représentées et surtout de pouvoir produire l'effet attendu par la décentralisation qui est le développement local. En ouvrant les travaux au nom du ministre des Relations extérieures et en présence de l'autorité administrative et municipale de la ville, Oumarou Shinmoun, le secrétaire général du ministère des Relations extérieures, a demandé aux séminaristes de tirer le meilleur parti des enseignements qui leur seront dispensés dans les 2 prochains jours pour la réussite du processus de décentralisation au Cameroun. Comme indiqué à l'introduction il y a un instant, le professeur Jimmy Yap est l'invité de Vitrine diplomatique. C'est un sinologue, membre de l'Observatoire Chine-Afrique dans l'espace francophone. Professeur, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour et bienvenue à l'Observatoire Chine-Afrique francophone. Avec vous, nous allons parler de la coopération décentralisée. Le sujet fait suite à un séminaire de formation organisé à l'intention de on va dire une trentaine de chefs d'exécutifs communaux dans la ville de Kribi il y a quelques jours. L'objectif pour nos téléspectateurs, c'était de fournir à ces chefs d'exécutifs communaux des outils qui leur permettront de mieux tirer parti de l'expérience chinoise de la décentralisation. D'entrée de jeu, professeur, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui a motivé la tenue d'un tel séminaire? Je pense que l'honneur revient d'abord au chef de l'État qui a demandé de chercher des voies alternatives. Je pense que nous avons tous suivi ses multiples discours quand il était à Washington. Nous sommes en train de chercher comment est-ce qu'il faut développer l'Afrique et spécialement le Cameroun. Mais revenons à la question précise. Plusieurs pays africains dealent avec la Chine, y compris le Cameroun. Mais la plupart du temps, qu'est-ce que nous avons comme retour? Il y a un certain nombre de problèmes tels que, par exemple, l'industrialisation, tels que l'incompréhension entre les patrons chinois et puis la population camerounaise, tels que la capacité même des administrations à comprendre que veut du moins le développement chinois en Afrique. Alors je pense que le MINREX, honneur à eux, a voulu renforcer les capacités d'un certain nombre d'administrations ou alors de leaders d'administration, y compris les communautés décentralisées. Nous avons eu un séminaire précédent qui était avec les sectoriels dans les ministères, ceux et celles qui dealent de façon
de façon directe avec la Chine, parce que la Chine est le premier partenaire bilatéral du Cameroun. Donc, c'est pour résoudre un certain nombre de problèmes par rapport à la coopération chinoise au Cameroun, pour optimiser les rapports entre la Chine et le Cameroun et en profiter de façon à ce que le Cameroun aussi puisse se développer. C'est dans ce sens que le séminaire a été pensé. Donc je pense que c'est honneur au président de la République et qui a été percuté, dont le message a été percuté par le MINREX. Alors, parlons du cadre qui a abrité ce séminaire, fortement symbolique. La ville de Kribi abrite en son sein le port autonome de Kribi, qui est l'un des fleurons de la coopération sino-camerounaise. Est-ce que c'est ce qui a également motivé le choix du lieu, assez symbolique, assez fort, pour impulser une telle idée? Disons quand même que, soyons modestes, hein, l'OCAF travaille en collaboration avec le MINREX. Donc quand le MINREX prend ses décisions, il ne faut pas consulter. Il ne faut pas nous consulter quand même. Mais je dis, s'il faut comprendre la symbolique de la ville de Kribi, je pense que dans le cadre de la coopération Chine-Afrique, oui, Kribi est un symbole fort. Deux choses, pas seulement le port de Kribi, parce que la plupart du temps, on a l'impression qu'il n'y a que le port de Kribi qui est un fleuron de la coopération chinoise à Kribi. Non, pas du tout. Il y a l'autoroute Lolabé. On a une autoroute au Cameroun, mais la population camerounaise n'est même pas au courant qu'il y a une autoroute qui a été élaborée par la Chine dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. Il y a le port de Kribi, mais il y a aussi le péage. On a le premier péage automatique au Cameroun grâce à la Chine. Donc, c'est tout un symbole, mais c'est un symbole qui est aussi ignoré ou alors plus ou moins mal connu par la population camerounaise, parce on ne parle que du port de Kribi, mais il faut parler aussi de l'autoroute Lolabé, qui est la première autoroute au Cameroun et qui a été un investissement de plus de 400 milliards. On est dans 436 millions de dollars en CFA. C'est plusieurs milliers de francs CFA. Donc, retenons que oui, c'est symbolique, mais un symbole fort parce qu'il marque une coopération qui est en voie de développement, parce que le port autonome de Québec, qui est le plus grand port en eau profonde en Afrique centrale, est un investissement de plus d'1 milliard de dollars. Donc il faut comprendre que le gouvernement camerounais prend au sérieux la coopération Chine-Cameroun et honneur aussi aux très grandes entreprises chinoises là, qui investissent au Cameroun, telles que China Harbour Engineering Company. Et c'est eux qui ont construit et le port de Kribi et qui continuent, parce que le port de Kribi a plusieurs phases. La première phase, la seconde phase et la troisième phase. Je pense que, si je ne me trompe pas, on est dans le cadre de la réalisation de la seconde phase qui va s'achever cette année 2023, si mes souvenirs sont bons. Donc, oui, c'est un symbole important. Oui, ça marque du moins la vive allure de la coopération de Chine-Cameroun et surtout dans le sens du développement. Parce que n'oublions pas qu'une coopération, c'est le développement des populations, le fait que la ville de Kribi va devenir, ou alors est déjà plus ou moins, l'une des plus grandes villes du Cameroun. Donc je pense que oui, c'est un symbole assez fort et je pense que c'est l'un des meilleurs symboles de la coopération chine-africaine. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, professeur, vous êtes naturellement sinologue. Dites-nous donc en quoi est-ce qu'on peut être fier de prendre la Chine comme modèle de décentralisation et transposer, on va dire, son expérience aux côtés du Cameroun. Oui. Il faut comprendre que l'histoire de la Chine est millénaire. Ne rentrons pas là-dedans par rapport au temps que nous est imparti, et que la Chine a été pauvre de sa création, disons, en tant que pays unifié, moins 221 jusqu'au 19e siècle. Hein. La Chine a été pauvre jusqu'au moment où le Parti communiste chinois, Mao Zedong, prend le pouvoir en 1949. La Chine a été pauvre. La Chine a continué à être pauvre de 1949, quand le Parti communiste prend le pouvoir, à la fin des années 70. La Chine a continué à être pauvre. La Chine a commencé à se développer quand elle a compris qu'il y a deux choses qui doivent être faites
ils doivent décentraliser les territoires. Pardon, elle doit décentraliser les territoires et elle doit décentraliser son système fiscal. Parce que dans la décentralisation, il faut comprendre qu'il y a deux, en anglais on dit components. Il y a deux composantes. Il y a le territoire, donc transférer le pouvoir aux communautés locales, mais il y a aussi le système fiscal qui renforce c'est-à-dire cette compétence de la communauté territoriale décentralisée avec le pouvoir central. Ces deux choses ont commencé à être faites dans les années 80. Et c'est à ce moment que la Chine a eu son ascension fulgurante. On a décentralisé un certain nombre de territoires, on a transféré le pouvoir central, un certain nombre de pouvoirs du pouvoir central au pouvoir, du moins aux communautés locales. On a décentralisé la fiscalité parce que qu'est-ce que c'est que la fiscalité? La fiscalité, c'est-à-dire que cette connexion de la finance entre le pouvoir central, les communautés locales et de la façon dont cela est reparti. Donc c'est important. Oui, la Chine a eu son mouvement de développement à partir de la décentralisation ou alors à partir des lois de décentralisation qu'elle a engagées dans les années 80. Dans vos enseignements, qu'est-ce que vous valorisez, qu'est-ce que vous préconisez? S'agit-il de copier intégralement le modèle chinois et de le transposer au Cameroun, ou alors il y a une sorte d'originalité qu'on peut tirer ou bien mettre sur pied, mais en s'inspirant du modèle chinois? Il faut s'inspirer du modèle chinois. D'ailleurs, on a copié aucun modèle nulle part pour qu'il serve de leçon. D'ailleurs, l'échec des modèles que nous avons copiés devrait nous enseigner un certain nombre de leçons. Mais il faut quand même comprendre que la Chine a un modèle particulier qui correspond aux aspirations des populations africaines. Non seulement aux aspirations des populations, mais aussi à la culture africaine, parce que nous sommes une culture qui est centrée sur des valeurs, des grandes valeurs, telles que la famille, vous comprenez? Donc, la Chine présente donc un modèle familial de la gestion de la chose publique qui correspond c'est-à-dire que au respect de l'ancien, au respect de l'aîné. On a un certain nombre de valeurs que nous partageons avec la Chine. Le modèle de décentralisation de la Chine est aussi particulier parce que en Europe, quand vous étudiez comment est-ce que l'Europe s'est véritablement décentralisée, c'est pas le même modèle. On est dans un pouvoir qui, d'ailleurs, l'Europe s'est développée non pas dans la décentralisation, mais dans le pouvoir central. Il ne faut pas qu'on nous trompe véritablement. Je pense même que la Chine est l'un des rares pays à s'être développé dans la décentralisation. Prenez la France, prenez l'Angleterre, prenez les États-Unis. Tous se sont développés, bon, disons, les États-Unis en particulier, parce que c'est un conglomérat d'États, mais l'Europe ancienne s'est développée dans la centralisation, pas dans la décentralisation. Donc il n'y a qu'un modèle à regarder du côté de l'Europe véritablement. Le modèle qu'il faut, qui est un modèle de réussite, de décentralisation, c'est celui de la Chine. Il y a un modèle de décentralisation en Inde, mais l'Inde est toujours dans la pauvreté, du moins l'un des pays les plus pauvres, même si en même temps on a des pôles de richesse assez développés. Donc le seul modèle que véritablement nous pouvons avoir actuellement, c'est la Chine. Et un modèle qui a lifté au moins 800 millions de personnes de la pauvreté extrême, c'est-à-dire de 1980 à presque en 2010, hein, la Chine a sorti 800 millions de personnes de l'extrême pauvreté. Parce qu'il faut comprendre aussi que tous les thèmes que nous utilisons en tant que politologue, en tant qu'économiste, c'est le thème le plus important, c'est le développement. Et le développement est un problème réel, c'est-à-dire de vous à moi. C'est-à-dire qu'il faudrait que ma capacité de pouvoir d'achat soit augmentée, que je puisse amener mes enfants à l'école, que je puisse les soigner, que je puisse nourrir ma famille, que je puisse avoir une maison. Donc, il faudrait rentrer dans le concret quand on parle de développement. La Chine a fait cela pour ses citoyens. Et ça, c'est très important. 800 millions de personnes en moins de 30 ans. Oui, si on fait le ratio, on peut, oui, et en même temps, on va dire que c'est un problème de population,
mais que non, c'est un problème de modèle politique. Hein. Donc, modèle politique, modèle de développement. La décentralisation a véritablement lifté la Chine du pays en voie de développement à un pays en développement. Hein. C'est ce que je pense. Pour aboutir donc à ce développement tant souhaité, quelle est la place qu'occupe la formation de la ressource humaine? Bien sûr, ça c'est une bonne question et c'est pour cela que nous étions à Krébé. Figurez-vous qu'on ne fait aucun concours pour être maire. D'accord? On ne fait aucun concours. On ne vous demande pas si vous avez les capacités à être maire, il n'y a rien complètement. Vous vous levez un matin, vous déposez votre candidature, vous êtes maire. Et vous dirigez 200 000 personnes. On est quand même élu sur la base d'un programme, je peux dire, oui, c'est ce que je dis. Politique attrayant. Oui, mais c'est ce qu'on est en train de dire, véritablement. On est en train de dire la même chose. On dit que, oui, mais on ne vous demande rien du tout. Vous avez... c'est pas sûr que vous êtes élu sur la base de votre programme politique, hein, parce que les gens qui élisent ont leurs propres critères. Oui, véritablement. Donc, retenons quand même que n'importe qui peut être maire. Partons de ce postulat-là. Et que la plupart du temps, et ça c'est une réalité dans notre pays, les mairies ont été transformées en réseau familial. Donc, qui ignorent la plupart du temps la compétence. Mais pour diriger quand même, même si c'est 2000 âmes, il y a quand même un minimum de compétences. Pour vous raconter une anecdote, j'ai eu la confidence d'un maire, que je ne citerai pas, qui dit, quand il arrive dans sa mairie, les dernières élections, sur 27 personnels, il a 19 personnes qui sont de la même famille, dont 3 sont les femmes d'un chef. Vous comprenez? Et que sur ces 19 personnes, il n'y a personne qui est compétent sur quoi que ce soit, véritablement. Alors, on a ce problème qu'il faut résoudre. Donc, le renforcement de capacité et la gestion de la ressource humaine. Vous comprenez donc maintenant que le développement du Cameroun n'est pas un problème de parti politique, parce que dans tous les cas, le pouvoir central a décentralisé un certain nombre d'éléments qui permettent à ce que les locaux prennent la relève. Mais si le pouvoir local est immobilisé par le clan familial, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renforcer les capacités. Moi, je n'ai pas un problème avec la famille. Je n'ai pas un problème toute une mairie soit gérée par une famille. Moi, je n'ai pas ce problème. Mais je dis à ces mairies qui sont gérées familialement de dire que renforcez vos capacités. Formez votre personnel. Parce que dans tous les cas, ce n'est pas moi qui vous ai amené à être maire ou bien... donc vraiment, ce n'est pas moi ça mon débat. Mon débat, c'est que... ou alors mon problème initial, c'est de vous dire qu'il faut former votre personnel à maximiser et à optimiser la coopération Chine-Cameroun parce que normalement, il n'y a, pour ma part, en tant que chercheur de longue date sur la coopération sino-camerounaise, il n'y a que la Chine qui offre des possibilités de développement dans presque tous les secteurs. Donc, la formation du personnel est une condition, comme disent les Latins, sine qua non, pour la réussite de développement du programme du maire. Tout à fait. Alors, professeur, les défis de développement et de création de richesses varient d'une commune à une autre. Est-ce que dans les différents séminaires de formation, vous tenez compte de ces disparités-là? Non. C'est-à-dire que les réalités de l'extrême nord ne sont pas forcément les mêmes. Vous comprenez qu'en 3 jours, on ne peut pas tenir compte de tout cela. Nous leur donnons le générique, nous leur donnons le général. Mais c'est aux maires qui ont été sur place de se rapprocher maintenant de nous, véritablement, pour que nous étudions la capacité de cette mairie à se développer. Ce que nous donnons en un séminaire de 3 jours, ce sont les bases véritables. Comment est-ce qu'il faut optimiser votre partenariat avec la Chine? Comment est-ce que votre mairie peut s'entendre ou alors chercher un partenaire en Chine? Ou alors comment est-ce que vous pouvez, you can land, en anglais, you can land a company, an industrial company in your local government. Comment est-ce que vous pouvez faire en sorte qu'une compagnie industrielle vienne à votre... Donc c'est le générique. Maintenant, il est important que les maires
fasse ce qu'on appelle le follow-up. Il faut suivre ce que nous avons dit. Parce que la plupart du temps, les gens viennent, oui, parce que le MINREX dépense beaucoup d'argent, dans le gouvernement dépense dans ce genre de séminaire, et viennent tout frais payer. Mais ce n'est pas au ministère des Relations extérieures de continuer à vous dire qu'il faut vous rapprocher du moins des spécialistes pour maintenant rentrer dans les spécificités de chaque mairie. C'est ce que j'allais demander justement. Après la formation de la ressource humaine, qu'est-ce qui suit? Il suit qu'il faudrait que chaque mairie essaye d'amener une compagnie industrielle dans sa mairie, véritablement. Vous pensez qu'on va... Et ça passe par quoi déjà? Mais vous pensez qu'on va résorber le problème du chômage comment? Le président de la République a déjà donné les lignes directives. Il faut industrialiser le Cameroun. Qui industrialise le Cameroun? Je ne pense pas que ce sont les ministères qui industrialisent. Ce sont les communautés territoriales décentralisées qui industrialisent le Cameroun. Mais quand elles n'ont pas la capacité, d'ailleurs la compréhension, à elles de chercher les à elles de chercher, parce que nous sommes encore dans le niveau de centimes additionnels que le FEICOM va leur attribuer. Je pense qu'il est important de dire aux maires que le Cameroun, ou alors la loi de la décentralisation vous a donné le pouvoir d'industrialiser le Cameroun. Mais pour industrialiser le Cameroun, il faut comprendre et il faut connaître. Renforcer vos capacités et rapprochez-vous des experts. C'est pour ça que les gens vont... on a des think tanks comme l'OCAF, c'est-à-dire l'Observatoire Chine-Afrique francophone. C'est pour vous donner les outils véritablement de faire en sorte qu'une usine qui est de l'autre côté, en Chine, vienne s'installer dans une mairie, je dis n'importe, peut-être à Ngolmendoua, par exemple. Ça, c'est possible. C'est une bonne chose, d'ailleurs, que vous preniez le cas d'Ngolmendoua. Dans combien de temps, alors, professeur, peut-on s'attendre à l'observation des premiers fruits de ce séminaire? Mais tout dépend des maires. Vous n'allez pas forcer un maire à industrialiser sa communauté. Vous n'allez pas. Il y a des gens qui ont des programmes différents. Il y a des gens qui ont... c'est la capacité du maire à comprendre que normalement sa réélection dépend de sa capacité à renforcer ou alors à développer ces populations. Nous avons eu déjà des séances de travail ici avec un certain nombre de maires à la suite de ce séminaire. Je pense quand même que nous avons des maires qui sont assez éclairés, surtout ceux qui ont été là dans tous les cas. Ils étaient assez éclairés et je pense que les résultats vont se sentir. Quand vous allez voir qu'il y a une usine qui s'est installée dans une commune, une usine chinoise, vous saurez que véritablement. Mais je pense que surtout les maires qui étaient présents à ce séminaire, je pense que les résultats vont se sentir très, très, très bientôt, surtout qu'ils pensent à leur réélection dans 2 ans, véritablement. Et très certainement, ils vont relayer l'information à tous ceux qui n'étaient pas présents, puisque la salle que j'ai vue à Kribi ne pouvait pas accueillir tous les maires du Cameroun. Alors, pour sortir de cet entretien, professeur, quel sera pour vous le mot de la fin? Je dirais que l'État camerounais, le président Paul Biya a mis le pays sur la voie du développement, a donné un certain nombre de lignes directives. J'entends souvent, d'ailleurs la plupart du temps, si l'État appliquait la loi de la décentralisation. Mais je dis, je ris beaucoup parce que la loi de la décentralisation, elle est déjà là. C'est à vous, en tant que maire, de créer. Qui vous empêche d'amener une grande compagnie de carrière chez vous? Qui vous en empêche? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours compter sur les centimes additionnels du FEICOM? Le FEICOM a son rôle, évidemment, et le FEICOM doit vous donner vos centimes additionnels. Mais ce n'est pas comme ça que vous allez résorber le problème du chômage. Donc, s'il vous plaît, mon message est clair. Il est que suivez le message du président de la République, Paul Biya, qui dit « Industrialisons le Cameroun ». Et l'industrialisation ne peut passer que par la responsabilité des maires à installer des usines dans leur localité. Professeur Jimmy Yap, merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que ceci n'est pas la dernière parce que j'aimerais également que nous parlions peut-être dans le cadre d'une prochaine émission des missions de l'Observatoire Chine-Afrique dont vous êtes membre.
Merci. dans l'espace francophone. Président d'Observatoire. Donc vous êtes président. Merci. Oui, donc vous êtes le bienvenu. Hein. Dans tous les cas, le débat est important. Et d'ailleurs, je vous invite à revenir pour ce débat. Merci beaucoup. Merci également d'avoir accepté notre invitation, chers téléspectateurs. Merci d'avoir regardé ce programme. Retrouvons-nous dans 2 semaines. Au revoir.